Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 333e, c'est pas facile à dire, épisode de notre podcast. Ce sera le dernier épisode de 2023. Et bien pour continuer dans la logique des trois, nous serons trois. Je serai avec Boris. Bien le bonjour. Et avec Clément. Bonjour. Le trio habituel qui deviendra, si tout va bien, un quatuor. Quatuor? Comment on prononce ce mot horrible? Je ne sais pas. Pas comme ça, c'est pas mal. On deviendra 4, quoi. Voilà. Sans doute à partir du mois de janvier, puisqu'il ne vous a pas échappé que nous avons été rejoints par Rorschach sur le site dans sa version écrite. Rorschach qui nous a proposé déjà 2 reviews cette semaine, les 4 fantastiques, nous dit Vadou. Oui, on peut dire ça modestement. Donc Rorschach nous a rejoints pour la version écrite du site et logiquement, il pourrait nous rejoindre l'année prochaine pour ajouter une nouvelle voix depuis le temps qu'on en cherchait une. Depuis le temps. Oui. Faut bien renouveler, hein. Ah, Faut élever se le niveau renouveler, un ça veut dire petit que peu. quelqu'un doit sauter? Non, j'ai ça pas va dit juste. ça. Ça devient intéressant. Ça compensera avec Clément, ça fera un petit équilibre. Ça Merci. sera pas mal. C'est grave. Oui. Je pense C'est que grave. on va organiser un truc. Bon, vous le savez, ça sera une news en même temps qu'une connerie. Paris Fan Festival a lancé ses invités. Ça aura lieu le 27-28 avril, si je dis pas de conneries. On commence avec Jeff Lubb, tout va bien. Stéphane Ségy qui est annoncé sur leur site. Bon, ça va dans tous les sens. Du coup, je propose que Comic Stories organise une animation sur la grande scène. Si vous venez tous les deux, on peut peut-être mettre un petit bassin de boue et puis vous nous faites un petit fight. Ah, La bouffe, j'aurais trop peur ouais. de faire mal aux articulations du vieux Boris. Ouais, ça. Le vieux. Tu vas voir le vieux. Pas si vieux Voilà, que ça. donc Pas rendez-vous encore. 27-28 avril au PFF pour cet octogone. Ça va être cool. Ouais, est-ce qu'on aura rendez-vous un mois plus tôt ou pas? Je sais pas, on verra, mais en tout cas, le main event, ce sera 27-28 avril. On verra ce que seront les annonces de Comic Con, mais je sais pas, ça me paraît un peu étrange leur bordel, donc Ouais, c'est très curieux, leur com. C'est... Puis un mois avant, enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi faire ça un mois avant la PFF, stratégiquement parlant. Je ouais. vois pas parce que, surtout quand à côté tu vois que la PFF annonce Jeff Lubb en premier invité, je vois pas comment ils peuvent du coup inviter tout aussi mieux ou autant pour une première Comic Con ou pour on part sur un truc nouveau quoi. Enfin, j'ai du mal à voir. En espérant que ce ne soit pas une arnaque, vu le niveau de langue française sur le C'est ça, site web. ça me rassure pas. Ouais. C'est vrai que c'est suspect quand même. C'est suspect. Ouais, alors, pour une fois que c'est moi qui fais les news, on va continuer avec Panini, qui se lance aussi dans le format poche. Ouais. Ouais, je te laisse faire. Moi, j'ai rien. Il y avait plein de trucs Bah, en tu vois. VF notamment, mais on fera un petit récap peut-être à l'écrit ou je sais pas. Mais chaque éditeur annonce un peu ses nouveautés pour 2024 en ce moment là. Ouais, Ouais. Donc vas-y, je te laisse la place, d'autant plus que exceptionnellement tu vas dire du bien de Panini. Donc Ouais, ça c'est assez bon. exceptionnel quand même. Ça nous pousse à Juste dire voilà, du... il se lance dans le poche, voilà. C'était ma news, j'ai pas besoin de développer plus que ça. Moi je trouve que c'est cool, peu importe d'où vient l'idée, de toute façon c'est ni Panini, ni Urban, ni qui que ce soit qui a créé le format poche oui, il n'y dans a le pas de marché droit du d'auteur, livre, hein, donc dans le marché du livre en général. Voilà, j'étais un peu chafouin de voir que tout le monde leur tombait dessus. Ouais. Alors que pour une fois, ils font un bon truc. Voilà, peu importe si quelqu'un l'a fait avant, c'est pas grave, c'est une bonne idée. On devrait plutôt s'en réjouir plutôt que de Ouais. dire voilà. Bah, c'est ça. d'ailleurs, c'est... Vas-y. Ouais, non, en plus, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont répondu. Ils disent on n'est pas les premiers à l'inventer. On n'a pas la prétention d'avoir inventé, mais les autres l'ont pas inventé. Voilà. Et bon, moi, j'aurais tendance à les troller un peu parce que c'est toujours rigolo de troller un peu Panini. Mais effectivement, leur tomber dessus, je trouve pas ça cool parce que, in fine, c'est. Enfin, ils s'inscrivent dans une démarche d'il y a un an qui est de démocratiser un peu plus, faire découvrir le comics. C'est ça. On ne peut que s'en réjouir. Et puis ça veut dire qu'ils jugent aussi que le format, en- Bah, qu'il est bon évidemment en quoi. regardant ce que fait la concurrence, que le format fonctionne. Donc ils en tirent les conclusions aussi. Et si ça peut permettre aux comics
d'avoir de prendre plus en France, je pense qu'il faut s'en réjouir et ils vont forcément toucher des nouveaux lecteurs, ça j'en doute pas une seule seconde, mais moi honnêtement, je suis ravi de savoir qu'ils l'annoncent parce que je suis pas friand, je trouve à la base les comics Panini trop chers par rapport à ce que c'est, mais maintenant sur les titres qu'ils ont annoncés, bon bah voilà, je sais que ils ont annoncé par exemple le Ultimate Spider-Man. Bon bah je sais d'emblée que je vais profiter du format poche pour aller lire ça. Donc non, franchement c'est une très bonne chose. Ça va permettre de diversifier l'offre en poche et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Enfin, oui, c'est ça. Oui, voilà. Par exemple, par On pourra, exemple, on c'est- pourra peut-être critiquer quand on en aura un dans les mains et voir un peu la qualité, etc. S'il y a un c'est ça. travail, ce genre Il de va choses, on falloir voir verra. ouais, Voilà. ouais, comparaison. Et ce qui est intéressant, c'est que pas mécaniquement, mais ils tirent les mêmes conséquences du coup que Urban, c'est que du coup ça va faire qu'ils vont stopper les collections à petit prix. Enfin, celles qui sont ponctuelles, qu'on retrouvait à 6,99, des choses comme ça. Donc ça veut dire encore une fois, c'est bien la preuve et à juste titre qu'Urban avait tiré les conséquences, que ça ne fonctionnait pas. Donc pour le coup, la décision de Panini est aussi révélateur d'un état du marché. D'un état du marché, et effectivement, je pense qu'il faudra, pour le coup, ça fera le jeu des comparaisons. Et si Panini veut fonctionner, ils ont intérêt en termes de rapport qualité-prix, à faire tout aussi bien que Urban, parce que pour le coup, on va forcément avoir la comparaison. Et ils ont intérêt à s'aligner sur Urban, parce que enfin, s'ils reprennent, je caricature volontairement, je ne sais pas du tout si ça sera le cas, et j'espère pas d'ailleurs, mais s'ils reprennent la qualité habituelle du papier qu'on ne pouvait avoir sur les offres à petit prix, et je pense par exemple aussi aux offres qu'on avait sur celles où ils vendaient, mais alors c'était pas directement, mais de Carrefour, bon bah ça fera mal par rapport à ce que propose Urban, donc faut voir après, il faut voir comment ça va être. Sur... Oui, je pense aussi, j'y crois pas une seconde non plus. Je disais, je crois que ce sera plutôt bien fabriqué. Les gens ne m'entendaient pas, j'avais coupé mon micro. Je pense que ce sera plutôt bien fabriqué, parce que qui dit format poche dit forcément moins de papier, donc bon, voilà. Après, Euh, c'est par rapport aux collections ponctuelles d'été, etc. L'avantage, c'est qu'on va peut-être avoir des runs un peu longs et ce genre de choses. Les C'est trucs ça, faits l'été, c'était souvent soit des morceaux pris c'est ça. ceci ou cela, toujours les C'était mêmes. un peu chiant. Là, alors j'avoue, j'ai pas regardé le programme de ce qu'ils avaient annoncé. J'ai juste vu le Ultimate Spider-Man, puisque comme ça va me permettre de compléter mes trous dans les Deluxe qui sont introuvables sans acheter l'omnibus très cher. Et voilà, si on peut avoir des runs comme fait Urban hein, sur les comics indés. La seule ouais. différence, c'est que Panini n'a pas un catalogue indé très C'est fourni, ça, donc ce sera que du Marvel a priori, ou quasiment que du Marvel. essentiellement, ouais. Mais bon, si ça peut permettre voilà, d'avoir des longues sagas qui sont un peu chères dans d'autres formats ou qu'on n'arrive plus à trouver parfois dans certains formats, ça peut être pas Ah, mal. je peux te dire les formats, là j'ai repris la liste, donc on aura Ultimate Spider-Man tome 1 et tome 2. Bon, rien de surprenant. On aura le Ultimate tome 1 de Mark Millar, Brian Hitch. Tu vas adorer Mathieu parce qu'il y a Brian Hitch, hein. Ouais, Là aussi, c'était du bon On Brian a Hitch. le... c'était du bien à l'époque. c'est ça, on a Avengers versus X-Men. Bon bah là, hein, ça c'est sans doute le moins pire truc. Le moins pire. Ouh, je parle bien français Ouais, moi. ça démarre bien là. Oh. Ouais, t'as vu ça? Et C'est bon, pas ouf quoi. on a trouvé celui qui part. Et ça, je trouve ça bien, parce Ouais. qu'on parlait d'un dé, je trouve ça bien, mais c'est pas une surprise tant que ça. Ils vont mettre The Boys. Oui, voilà, comme le dit son cadre de chat, il y aura The Boys. Après, on verra, Oui, c'est des voilà. vagues plus petites que chez Urban, ils proposent moins de titres, voilà, ils Je resserrent un crois peu qu'ils ont l'offre. annoncé 4 vagues sur une année, je crois. 3. 3. 3 vagues et 4 Ouais, séries. 3, d'accord. Et c'est sensiblement, en termes de tarifs, c'est sensiblement pareil, parce que ça Plus va pareil. de De 5,99 5,99, ouais, à 9,99. c'est exactement la même chose. On C'est verra, ça. voilà. Guillaume qui nous dit dans le chat qu'il n'est pas fan des petits formats en général, il préfère les beaux objets, mais tant que c'est pas fait au détriment d'autres formats. Il a peur que C'est petit pas le format, petit but. prix, petite qualité.
Ça peut être un risque, mais voilà, Urban nous a montré qu'il pouvait faire de beaux trucs. Je pense que Panini va suivre au niveau de la qualité de Ouais. la fab, donc voilà. J'imagine la personne qui lit au-dessus de l'épaule de son voisin dans le train quelques pages sulfureuses de The Boys. C'est pas mal. Eh bah écoute, cette c'est personne pas ça. s'éduquera. Bah, remarque, tu lis Transmétropolitane, c'est un peu le même genre. Ouais, De trash. Enfin, c'est moins différent. graphiquement, je trouve. Oui, c'est vrai. Moi, C'est c'est dans les plus dans le propos. verbe. Mais ouais, c'est vrai que The Boys, ouais. Non, c'est vrai que graphiquement, The Boys est à un niveau beaucoup plus supérieur. C'est vrai que c'est. Allez, on va démarrer Ouais. les reviews. On va démarrer les reviews parce qu'on a un énorme Allez. programme, 22 chroniques à faire, tenir dans cette émission. Boris, tu vas commencer avec Voilà. ce que je vais mettre à l'image pour ceux qui nous regardent en live ou sur YouTube. Void Revolves, c'est le numéro 6. Allez, démarrons. Donc, moi, je vais avoir beaucoup de suites de séries, donc mes chroniques vont être relativement courtes, hein, puisqu'il n'y a pas de nouveauté. Et mon ressenti va être à peu près le même que d'habitude, donc pas de grosse surprise aujourd'hui. Donc, Void Rival 6, effectivement, toujours Robert Kirkman, Lorenzo De Felici et Mateus Lopez aux couleurs. C'est la suite des précédents épisodes où on retrouve les deux personnages principaux qui tentent de s'enfuir après qu'ils aient été retenus prisonniers par le camp de la jeune fille, dont je ne me souviens plus du nom. C'est pas grave. C'est toujours, franchement, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est toujours bien rythmé. Il se passe pas mal de choses dans les épisodes et celui-ci ne déroge pas à la règle. De l'action, de l'évolution en termes de personnages ou d'intrigue. C'est plutôt, ouais, puis c'est plutôt bien écrit, quoi. Je retrouve un peu le même plaisir que j'avais pour Oblivion Song. Alors c'était la même équipe créative. Et je trouve que c'est toujours, voilà, c'est vraiment sympa. Ça me plaît bien. On retrouve des références, bien sûr, à l'univers des Transformers, que je ne maîtrise pas du tout, mais je vois bien qu'il y a quelques clins d'œil, des choses qui s'insèrent petit à petit. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et franchement, c'est vraiment une série solide. Je trouve que depuis le début, il n'y a pas un épisode où je me suis dit, ouais, bof, c'est un peu moyen. Non, franchement, ça se lit super bien. Et je suis bien accroché à cette série. Donc une bonne lecture pour moi toujours, The Void Rivals, avec son numéro 6. Ouais. Je J'ai sais pas lu encore si ce tu numéro l'as pas lu. 6, mais Ok. ça va être rapidement fait, je pense. Ouais, non, puis Ouais. enfin, ça se lit bien, ça se lit assez vite. C'est pas, Oui. voilà, mais ça se lit pas trop vite. On n'a pas l'impression de pas en avoir assez. C'est juste ce qu'il faut. C'est divertissant, c'est fun, ça bouge et c'est bien construit. Donc non, puis c'est bien dessiné aussi. Hein, le Lorenzo Di Felici, il fait bien le taf là-dessus. Donc non, franchement, une bonne série. Moi, j'accroche. Alors qu'apparemment, à la fin du numéro, il y a une preview de Cobra Commander. Tout à fait, oui. Ah, j'en ai pas parlé. Ouais. Il y a une prévue de Cobra Commander de Joshua Williamson et Andrea Andrea Milana. Milana, que je connais pas. Mais bon, ça a l'air plutôt sympa. J'avoue que je regarde pas trop ces previews, mais le dessin a l'air plutôt agréable. On verra bien, je connais pas du tout. Je l'ai précommandé évidemment, puisque ça fait partie De l'univers. de l'univers. Voilà, Et ouais. de l'Energon Universe. Donc on va aller voir tout ça et puis on fera le tri après. Hein. Exactement. Hisoka, lui, n'est pas allé sur les issues. Il pensait pas avoir envie de replonger dans un univers partagé, mais à cause de nous, il va peut-être aller sur le TP. On plaide coupable. Ah ouais, puis c'est Complètement. partagé, mais pour l'instant, ça peut se lire indépendamment. Franchement, Oui. Moi, il y a le pas Void besoin Revolt, de. je le lis pas. Voilà. Pour le coup. Donc, Mais je me sens effectivement. pas perdu. Le fait que je lise pas Void Revolt, on va en parler, je me sens pas. J'ai pas l'impression d'en avoir des lacunes pour ma lecture de Transformers. Ah bah non. Non, Eh franchement, bien, pour puisqu'il l'instant, s'agit de Transformers, oui, vas-y. il est fort. Non, j'allais dire, pour l'instant, moi je lis Void Rivals, Transformers. Après, on va voir ce que vont donner les autres titres. Mais pour l'instant, on peut lire chacun indépendamment. On n'est pas perdu et on n'est pas pénalisé, quoi. Hein, Et pour complètement. l'instant, c'est un univers partagé relativement léger, quand même. Faut Ouais, être il y a de 4 fou, séries. clair, hein. Hisoka nous demande dans le chat, il y a donc Void Rivals, Transformers, Duke qui commence en janvier, Cobra Commander qui commence en février. Pour moi, G.I. Joe n'en fait pas vraiment partie, parce que c'est Larry Hama qui continue sa série, je crois, il reprend Ouais. le numéro 301.
J'ai pas l'impression que ça fasse partie de l'univers partagé, Il y a, donc pour moi il y a on pas est sur deux, 4. il y a pas deux séries Il me semble qu'il y en a une autre. Je crois qu'il y en a une qui- qui. Ah bon? Oui, D'accord, il y a une série qui peut-être. continue à la numérotation habituelle et il y a un truc de Williamson où je vais aller jeter un œil. Ok, Ouais. à Je vous voir, laisse à voir. débuter la Ouais. chronique et je vous dis ça après. Ouais, bah moi je vais pas en reparler du Transformers 2 parce que j'en ai parlé le mois dernier, donc je vais laisser Clément en dire 2 mots. Ouais. Ouais. Je vais pas spoiler niveau histoire, etc. Mais on parlait de l'univers partagé. Pour le coup, si j'ai bien lu et si je me souviens bien de ce que j'ai lu cette semaine, ça nous introduit, enfin euh, ça amorce un élément pour la future série Duke, Oui, si oui. je dis pas de bêtises. Oui, Hein. ça bah oui, enfin, ça introduit Ouais. le personnage, ouais, je crois même. Complètement, ouais, c'est introduit. Mon ressenti sur le numéro 2, donc j'avais beaucoup aimé le premier numéro 1, je trouvais ça bien. J'aimais. Déjà, il y avait une caractérisation qui se dégageait à partir des personnages et des Transformers. Et bah, le numéro 2, c'est pareil, hein, c'est ultra plaisant à lire. J'adore. Je trouve que le style de Daniel Warren Johnson convient excellemment à la série. Enfin, vraiment, c'est pas. T'as pas l'impression que c'est surfait, que ça dénature par rapport à l'univers. C'est vraiment génial. Et puis, alors, évidemment, on est sur un numéro 2, donc pour le moment, c'est encore assez calme en termes d'installation. On est encore en termes d'exposition, d'installation des personnages, mais c'est vraiment cool. Je maintiens ce que je disais sur le premier numéro. Warren Johnson fait déjà très fort parce que, déjà, il caractérise l'ensemble des personnages et on peut déjà s'attacher. Et moi, je m'attache déjà aux Transformers. Enfin, je trouve il arrive à faire quelque chose d'emblée avec ça qui est vraiment super intéressant. Et voilà, ça continue sur sa lancée. C'est vraiment un kiff de lire ça. Franchement, ça se lit simplement, mais c'est hyper efficace, quoi. Et vraiment, et encore une fois, si un jour on m'avait dit que j'aimerais lire du Transformers en comics, bah, hein, comme quoi, les miracles. Bah, si on Ouais. t'avait Et dit toi, que Boris? tu lirais un comics de catch, t'aurais dit la même chose. Complètement, mais c'est l'effet Daniel Warren Ouais, Johnson ou même un comics avec Murder Falcon d'un mec qui joue de la guitare, quoi. ouais, bah oui. Non, bah, franchement, toujours aussi bon. Là, on pose un peu plus les choses. Voilà, il introduit un peu l'univers des Transformers dans ses premières pages là pour Mm. permettre au lecteur un peu étranger à l'univers de se familiariser, ce qui est plutôt bien. Et voilà, il y a toujours ce rapport à l'échelle humaine par rapport à certaines Ouais, scènes, avec voilà, notamment la première scène qui est c'est assez incroyable. particulière. Et puis voilà, il arrive à mêler ce côté toujours spectaculaire et ce côté humain. Et ça fonctionne super bien. Et effectivement, il fait le boulot pour introduire Duke dans la suite. Petite scène un peu spectaculaire aussi avec l'avion là. Non, franchement, puis au niveau dessin, c'est du bon, hein, du très bon Daniel Warren Johnson. Donc ça fonctionne super bien. On n'a pas l'impression d'être sur une franchise. Voilà, c'est le nouveau titre de Daniel Warren Johnson. Ouais. On est pris dedans Ouais. directement. Donc non, impeccable. Franchement, C'est vrai qu'en termes d'attachement, ça fonctionne. Comme disait Clément, moi, c'est Spikey, mon préféré. Voilà. C'est le Ouais, petit humain. ouais. Et ceux qui, comme moi, ont lu le numéro 3 savent. Le numéro 3, justement, C'est méchant. merci, ça fait plaisir. Merci le teasing. Voilà. je vais pas spoiler. Clément disait que c'était calme. Eh ben, Non, mais c'est pas bien ce que tu fais moi là. je trouvais moi, je trouvais déjà que c'était pas calme le numéro 2, hein, que ça bougeait déjà pas mal, notamment avec la Oui, scène de fin Oui, qui introduit Duke. c'est vrai. Euh, Là, on passe à un autre niveau, quoi. C'est pas calme du tout. Et c'est même choquant. C'est même choquant. Je l'ai lu juste avant de commencer l'enregistrement et je vous avoue que j'ai j'ai- j'ai eu un petit choc. J'ai poussé un petit cri à un moment. Je dis, oh putain. D'accord. bon, Voilà bah, ce que j'ai dit en lisant. Et gros cliffhanger. Très bon numéro. Je tourne pas les pages parce que je sais plus où arrive le fameux événement et je voudrais pas trop montrer. Je suis sûr que la première page, en tout cas, on est tranquille, et la deuxième, donc je vais quand même montrer un peu l'intérieur. Voilà. Ça bastonne dans tous les sens, en plein milieu de la ville.
Vadou, je crois que tu as lu, toi, tu es dans le chat, tu as lu le numéro 3, Daniel Bryan Johnson Effect, le calme avant la tempête, c'est exactement ça. Et là, la tempête, on est dedans. Ouais, alors rien Voilà. que de voir, là, je vois les Bon, pages que regarde tu pas, moi montres, je regarde pas. ça, C'est un annonce, scandale. mais juste sur ce que tu montres, euh, encore tout le génie de Daniel Warren Johnson au dessin, parce que manifestement, et je pense que ce sera le cas quand je vais lire le numéro 3, les planches ont l'air hyper dynamiques. Ah, bah ça bouge. Hein. Ça bouge, ça Ouais. bastonne, voilà. Bah, ce qu'on aime, Bref. quoi, avec Daniel Warren Johnson. Hein. Je me permets d'intervenir. Donc Oui. je confirme ce que je disais tout à l'heure, que tu as malheureusement raison. Il n'y a pas de série G.I. Joe. Alors ça fait partie, soi-disant, de l'Energon Universe, mais c'est bien Larry Hama qui continue son run, donc ce sera hors concours. Et les deux autres titres, donc Duke et Cobra Commander, ce sont deux mini-séries en 5. Ouais, Donc c'est c'est pas ça. des ongoing. Il n'y a que Transformers et Void Rivals qui J'ai sont envie des de te ongoing. dire, tant mieux que ça soit des mini-séries, ça Oui, fera c'est... in fine des économies. Oui, puis ça va c'est- être. On va avoir une série principale et puis plein de mini-séries qui tournent autour. Ça peut être ça peut intéressant être... comme Oui, ça construction. peut être sympa si c'est bien Ouais. foutu. Et après, peut être intéressant. en plus, je pense qu'il y aura l'effet aussi auteur, parce que c'est vrai que là, il y a Williamson, donc ça invite à aller lire les mini-séries, mais je pense on peut avoir des freins avec certains auteurs si jamais Mm. certains rejoindront l'aventure, mais pour le moment, c'est ultra prometteur, et franchement, c'est une des meilleures surprises de la fin d'année. Hein. Ouais. Continuons avec une histoire de Noël. The Ah, Deviant. A Christmas Story, nous dit-on, par James Tynion Ford et Joshua Hickson. le Rien que fameux. ça. On est sur le premier numéro de The Deviant, du coup, qui est un numéro très fat. Il y a beaucoup de contenu. C'est au moins un numéro double. Ouais. Ah, effectivement. Donc The Deviant, c'est effectivement une histoire de Noël qui commence à Chicago en décembre 2023 dans un centre commercial. Voilà, le Père Noël fait sauter des petits bonhommes sur ses genoux pendant que les lutins prennent des photos et on a un type qui est ici en arrière-plan qui semble avoir capté un truc parce qu'il a une absence. Voilà, bref. Et derrière, on nous replonge dans le passé, 30 ans dans le passé, dans le Milwaukee, dans un autre centre commercial où il se passe des événements assez étranges. Et on comprend que 30 ans dans le passé, un tueur en série, déguisé en Père Noël ultra creepy, a fait pas mal de meurtres. Alors il a découpé des personnes, il les a... Il y a une scène où on découvre deux corps qui sont attachés les uns aux autres en forme de sapin de Noël avec des guirlandes partout autour d'eux, complètement décharnés. Enfin bref, c'est glauque à mort ce que fait ce tueur. Et on comprend que 30 ans après, ce qui se passe à Chicago, il va y avoir des liens avec tout ça. Voilà. Le personnage principal qu'on voit là, au tout début, qui a eu une absence, était dans le Milwaukee en 1973, il était gamin. J'en dirai pas plus. On est sur un récit horrifique, dans l'ambiance Noël. On n'a pas l'habitude de voir Noël de cette façon-là. Ça parle effectivement de déviance. Là, clairement, voilà, il n'y a pas de... Quand on voit ce qu'est capable de faire ce tueur, on est dedans. C'est ultra prenant, c'est très très bien écrit, encore une fois, James Tynion Ford, voilà, il sait nous faire des personnages assez forts, assez impactants. Ça me rassure pas pour son état psychique, ce monsieur, parce que après World Tree, quand on lit The Deviant, on se dit mais bon, j'ai pas envie de me retrouver seul dans une pièce avec lui, quoi. Je l'ai déjà dit à propos de World Tree, mais là Ouais. encore une fois. Hisoka l'a lu, il a trouvé ça très bien. Il a apprécié l'ambiance, en particulier la discussion façon silence des agneaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et oui, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Encore un Tynion Ford en grande forme cette année. Bah, je suis d'accord. Et puis Joshua Hickson n'est pas en reste non plus sur la partie graphique. Franchement, c'est très chouette. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs. C'est très très propre, vraiment. The Deviant, bah écoutez, je vais continuer, hein, évidemment, cette série. Personne n'est sur le dossier. Non. Moi, je l'avais raté, je l'ai recommandé. Il devrait arriver dans pas longtemps. Je suis assez Ok. impatient. J'espère que ça va venir. Et c'est vrai que Joshua Hickson, moi, j'aime beaucoup. C'est un dessinateur qu'on avait vu en VF sur The Plot et Shanghai Red chez iComics. Mm. De récits horrifiques un peu. Et puis moi, j'avais lu en VO Children of the Woods
qui était un super titre. Donc ouais, moi quand j'ai vu le nom, j'y vais prendre. Bon après j'ai raté le coche par C'est inattention, mais j'espère pouvoir rattraper. c'est en C'est combien de une numéros? mini, c'est une mini en, je sais pas, 4, 5, 6, j'en sais rien. Enfin, c'est un Alors arc, quoi. attendez, je vais vous dire ça. Peut-être même en 3. The Deviant c'est en 9. En Ah, 9, bon 9? bah voilà, bah écoutez, ne m'écoutez plus parce que apparemment je dis que des Après conneries. c'est ce qu'il y a écrit sur le site d'Arconia, il y a marqué 2 sur 9, donc Ok. 1 sur 9, 2 sur 9. Ce Donc qui est bien, c'est j'imagine que que personne n'est d'accord. Hisoka disait C'est 8, ça. moi je disais 6 ou 3, Arconia dit 9. C'est limité, ça va durer à peu près 6 mois. Voilà, un peu moins d'1 an. voilà, c'est On va la faire comme ça. Mais en ça tout cas, le devrait être numéro kiffant. 1 est vraiment très bien. Voilà. On va continuer avec Boris cette fois-ci, qui va nous parler de Dracula. Alors que moi j'ai reçu mes Dracula. Voici donc de quoi va nous parler Boris. Numéro 2 pour ta part. Hein. Ouais. Alors c'est toujours c'est James Tynion Ford. Au dessin Martin Simons. Donc j'avoue que c'est moi quand j'y avais été, j'en avais parlé du premier, c'était Martin Simons qui dessine Dracula qui m'intéressait essentiellement. D'autant que c'est une adaptation, c'est pas un scénario original, c'est une adaptation du film qui avait été fait il y a quelques années. Et ça se ressent un petit peu parce en termes d'histoire et de rythme, il se passe pas énormément de choses dans ces épisodes. Le premier introduisait les choses et puis il y avait des planches quand même assez impressionnantes. Donc ça faisait le taf. J'en avais parlé, hein, moi c'était surtout pour l'ambiance et ce genre de choses que j'y allais. Là c'est pareil, en termes d'ambiance, de dessin, il n'y a pas de problème, le dessinateur est au top. Et donc ça fonctionne, je suis satisfait par rapport à ce que j'en attends. Après si on veut un récit dense qui met plein d'éléments en place, etc., c'est un petit peu léger quand même, je trouve. Donc on sent que c'est une adaptation, quoi, qu'il a pas forcément les mains totalement libres et qui propose des idées qui jaillissent de son cerveau étrange. Donc ça reste une lecture agréable, un peu rapide. C'est surtout un titre qui se laisse regarder agréablement pour ceux qui aiment bien Martin Simons. Donc effectivement, il y a quelques planches bien effrayantes. C'est très beau. Voilà, c'est pas. Après, c'est en 4 je crois, en plus. Donc, j'ai un petit peu Ouais. peur quand même qu'en 4 parties, je reste sur ma faim. Franchement, parce qu'au bout de 2 on a la moitié. Bah, il s'est quasiment rien passé, hein, faut être honnête. Donc bon, je vais aller jusqu'au bout pour le dessin essentiellement. Je suis pas sûr qu'au final, quand j'aurai lu le 4 et que je ferai un bilan terminal, je sois totalement satisfait, parce que ça manque un petit peu de densité à mon goût. Mais c'est très beau. Donc Ouais, moi voilà. j'ai commencé le numéro 1 et c'est magnifique. Faut savoir sur quoi on va, quoi. Voilà. Ouais, Ah ouais, oui, c'est beau. c'est vraiment Ouais, magnifique. ça c'est Ouais. beau, ça y a pas photo, mais voilà, faut pas y chercher une histoire hyper dense, hyper. C'est une adaptation, donc on connaît déjà un peu le récit. Voilà, c'est l'occasion pour le dessinateur de nous régaler. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Pour ceux qui posent la question dans le chat, c'est des covers de Jason Shawn Alexander que je monte à l'écran, qui ont été faites pour le Local Comic Shop Day. Martin Simmons, oui, Vadou, tu as bien raison, c'est Department of Truth, et je trouve qu'il est encore meilleur que Department of Truth, parce que c'est beaucoup plus lisible. J'ai pas ce problème que j'ai pu avoir sur certaines planches de Department, où parfois la lisibilité était pas simple. Là, ça va. Ouais, c'était sans doute fait un petit peu pour, hein, je pense, sur Department of Truth. Là, effectivement, puis là, il y a beaucoup de grandes cases, des pleines pages, voilà, donc ça libère un petit peu, on va dire, ça aère un peu, effectivement. Donc c'est hyper lisible, ça c'est sûr. Mais Ouais. ça perd un petit peu en rythme, voilà, ça, je pense que c'est aussi ça qui fait que ça se lit un petit peu vite. Après, bon, voilà. Il y a pas grand texte non plus et ce genre de choses. Et on va finir notre partie consacrée à James Tynion Ford par World Tree. Alors World Tree, je ne montrerai pas les intérieurs parce que sinon sur Twitch ça risque de mal se passer. Ouais. En termes de nudité frontale, on est à un très haut niveau. Donc on va éviter, je me contenterai des couvertures. Toi tu l'as lu en format TP, Clément, Ouais. tu as lu le premier volume qui correspond Ouais. aux 5 premiers numéros. Je suis à jour aussi. Et il me tarde de savoir ce que tu en as pensé. Bah écoute, alors à la base, j'avais pas prévu en fait spécialement de le lire, mais c'est juste par une petite virée à Paris, je suis tombé sur le TP et bon, les TP Image sont les premiers, ils sont pas chers du tout. Donc on va se laisser tenter parce que on avait voilà,
t'en avais déjà parlé dans le podcast et ça m'intriguait quand même. Et alors, j'ai rejoint, mais je crois qu'on avait parlé sur le Discord, j'ai rejoint ce que tu avais dit, je crois, sur les premiers numéros. Faut mieux pas être tout seul avec Tanyan Ford, parce que franchement, quand j'ai lu le premier chapitre du TPB, je me suis dit, mais il est pas tout seul dans sa tête, ou il a un petit côté assez flippant, parce que franchement, j'en ai lu quelques-uns, des comics horrifiques, etc. Mais alors, enfin, juste le premier chapitre, mais en réalité, ça vaut pour tout. Mais en termes de comics, euh, ambiance oppressante, glauque, malsaine, je crois que World 3, il rentre dans mon top 3 directement. Parce que sincèrement, c'est très. C'est hyper dark. C'est hyper dark. J'aurais rarement lu aussi dark. Franchement, c'est à ce niveau-là, c'est une expérience de lecture comme j'en ai rarement eu. Et en plus de ça, et je vois ce que dit Isoka, et je suis complètement d'accord, c'est très mystérieux. Parce qu'en fait, sur les premiers numéros, il pose les jalons, mais au bout de 5 numéros, en fait, c'est tout aussi mystérieux. C'est finalement une histoire aussi assez dense. Parce que je l'ai lu une fois, mais en réalité, je pense il faudrait que je le relise une deuxième fois, parce que c'est très compliqué. C'est entre cette histoire d'Internet. C'est très particulier. Il y a quelques cliffs et tout ça sur je crois, le chapitre 4. Mais c'est très, ouais, c'est dark, et j'ai même du mal en fait à résumer l'histoire parce que c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Ça m'a laissé, je sais pas comment dire, j'en perds les mots. C'est vraiment, ouais, enfin, cette histoire d'internet. Enfin, j'ai bien compris que c'est un peu une invention qui échappe à son créateur, mais en fait c'est plus profond que ça, quoi. Et c'est vraiment, c'est hyper glauque, c'est malsain, et effectivement faut pas montrer les pages parce qu'il y a de la Ah bah non. nudité, mais t'as de la nudité, mais t'as aussi, c'est très violent. Violent physiquement, mais je trouve que, et c'est, je pense, un des points forts du titre, si ce n'est le plus fort, le point le plus fort, c'est une violence en termes psychologiques. Parce que pour Ah réussir bah ça. à avoir cette impression d'aspect malsain, glauque, faut quand même être très fort. Et Tanyan Ford démontre encore tout son talent en la matière. Ce qui peut avoir quelque chose de flippant, parce que tu dis quand même pour que le mec écrive un truc comme ça, c'est pas franchement rassurant sur son état mental. Ouais. Mais non, c'est une excellente réussite, mais pour le coup, je me posais la question à la lecture, est-ce que c'est typiquement pas le genre de lecture que tu peux savourer davantage en TPB qu'en single? Oh, Je me posais la ça le question. fait bien en mensuel aussi, hein. Hisoka a raison, le cliff du 4 par exemple est vraiment bien. Ouais, Après le premier, moi il m'a fallu un petit moment aussi, qui était pas de trop pour digérer un peu ce côté malsain et taré. Donc non, non, en mensuel ça va bien. Pour résumer l'histoire, parce que tu disais que tu savais pas trop pour l'aborder, je dirais juste que c'est Ellison, qui est un jeune mec qui se rend dans une ville, je ne sais plus laquelle, avec sa ouais. copine, parce que son frère a été arrêté, et son frère, il a commis là ce que vous voyez à l'écran, il est sorti dans son quartier, et il a buté 50 personnes, un truc comme ça, enfin, ou 13, je sais pas, bref, Euh, un grand nombre de personnes qu'il a éventrées, égorgées, massacrées, euh, en utilisant un téléphone portable sur lequel il montrait quelque chose à l'écran aux personnes, et on sentait bien qu'il se passait un truc. Voilà, et ce serait ce fameux Internet qui l'utilise. Est-ce qu'il était possédé? Est-ce qu'il était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et psychologiques? On ne sait pas. Et en tout cas, c'est le point de départ de l'enquête. Et il y a cette fille là, complètement cinglée, qui sème la mort partout où elle passe, qui est tatouée sur tout le corps. Très intriguant. ouais. Ah, tu vois, C'est un j'avais. premier arc ou c'est un. C'est un premier Ça arc. se finit ou. Non, ça se Non, finit non, pas. le numéro Ok. 5 ne termine pas la série, on est bien sûr à Ok. suivre. Loin de là, ouais, puisqu'on a même une petite ouverture sur la fin du dernier numéro. Ouais.
Voilà. Juste pour ceux qui lisent en single, je sais pas si c'est pardon, je ne sais pas si ces pages sont aussi proposées sur le TP. Je vais essayer juste de la trouver. À la fin des singles, ah bah à la fin du premier, il n'y a pas. C'est rigolo. Ah, j'y étais allé de moi-même. Ok. Il est fait référence. Il est fait référence dans le premier épisode à un site qui s'appelle wordtree.net. Allez-y. Le mot de passe est caché quelque part dans le comics pour accéder au contenu de ce site. Dans le numéro 1, il y a le mot de passe qui est planqué. Il est donné plus clairement dans le numéro 5 à la fin. Mais allez voir, allez voir. Moi, j'y suis allé chaque mois, du coup, après chaque numéro. C'est assez intéressant. Ouais. Mais tu vois, pour dire à quel point l'histoire était dense, j'avais pas, par rapport au pitch que tu as donné sur l'histoire, j'avais même pas compris, je suis même pas sûr en fait d'avoir compris le point de départ de l'histoire, tu vois. J'avais pas forcément capté. Et c'est pour ça que je pense que en fait c'est très dense. J'ai quasiment lu tout d'une traite, je crois. En fait c'est très dense. En plus d'être oppressant, c'est très dense et je pense que je le relirai une fois à tête reposée, avoir tout digéré parce que c'est bon. Après c'est en VO, mais ouais, c'est vraiment dark. C'est très très dark. Bon, j'imagine que je ne peux pas croire qu'Urban ne va pas le publier, mais non, effectivement. Pour les crédits, c'est James Ironfor au scénario et Fernando Blanco au dessin. Et d'ailleurs, les planches sont somptueuses. Ouais, Blanco est très très bon. Après un passage James Ironfor, on va faire un passage Jeff Lemire, et je crois qu'il va falloir que je fasse des réglages à l'écran, puisque évidemment les visuels sont un poil grands. Donc vas-y, je sais pas, c'est Boris, je crois, que j'ai mis sur Phantom Road. Ouais, allez. Le numéro 6, allez, vas-y. Je vais m'en occuper. Donc c'est la reprise après fin du premier arc il y a quelques mois, donc redémarrage d'un nouvel arc. Bon, il n'y a rien de... On redémarre vraiment là où on était dans l'arc précédent, donc c'était juste une petite pause pour refaire recharger les batteries. Sinon, en termes d'histoire, on retombe toujours dans cet univers un peu coupé en deux univers parallèles avec ces créatures étranges et ces phénomènes surnaturels d'un côté avec un routier, une jeune femme qui l'accompagne et qui essaye de comprendre ce que c'est que ces créatures, et de l'autre côté une agent du FBI qui enquête et qui s'aperçoit que les choses étranges s'accumulent et elle connaît peut-être pas la vérité sur elle-même, sa famille et ce qui l'entoure. Donc ça se poursuit comme ça en deux pans un peu qui alternent. Pour qui a apprécié le premier arc, on retombe dans les mêmes ambiances. Et c'est exactement pareil, moi j'aime beaucoup. C'est une série qui avance relativement lentement, il faut le dire. C'est un peu le Jeff Lemire des dernières périodes qui crée des séries qui sont pas hyper denses. Mais là, l'ambiance fonctionne bien avec Gabriel Huerta au dessin et Jordi Belair à la couleur. Ça marche super bien. J'avoue que je suis un peu plus fan, on va dire, de la partie enquête avec l'agent du FBI. Je trouve que c'est un peu plus... Ça m'accroche plus, on va dire. La partie avec les créatures, la partie fantastique n'avance pas beaucoup. C'est toujours un petit peu la même chose, mais on sent tout de suite, et notamment avec le cliffhanger, qu'il va y avoir connexion dans pas longtemps. Donc, bonne reprise. Moi, j'aime beaucoup toujours cette série. J'accroche bien. C'est bien écrit. Il y a suffisamment pour me tenir accroché au fil des épisodes. Donc je suis toujours aussi convaincu. Et toi, Clément? Même avis. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de Phantom Road. Vraiment, il y a un truc il y a un truc en fait qui me fait continuer. Parce que je trouve que Lemire a réussi à vraiment instaurer une ambiance très mystérieuse où tu as envie de savoir où le gars veut aller. Et ça me plaît beaucoup. C'est un truc que je n'avais pas trouvé chez Lemire depuis un petit moment. Et ce que j'aime chez l'écriture de Lemire d'ailleurs, et effectivement là où je te rejoins Boris, c'est qu'on peut aussi peut-être faire le reproche, mais pour moi ça me gêne pas forcément parce que justement ça contribue à cette ambiance-là. On peut faire le reproche peut-être que l'histoire n'avance pas assez rapidement.
Mais encore une fois, je trouve que justement, le fait que l'histoire prenne son temps, on va dire ça comme ça, contribue en fait à instaurer un rythme qui est tout à fait mystérieux. Et effectivement, j'aime bien le côté enquête. Alors, j'avoue que avec le petit hiatus là de quelques mois, il a fallu que je me remémore un peu ce qui s'était passé. Mais le côté enquête est cool. On retrouve toujours dans l'écriture de l'émir cet aspect où il va jouer sur. Alors, c'est pas vraiment des timelines, mais sur deux pendants parallèles en fait qui font évoluer l'histoire et ça fonctionne plutôt bien. J'aurais tendance aussi à dire que le côté enquête fonctionne bien, peut-être un peu mieux, mais c'est vraiment c'est une réussite. Ouais, le trio Gabriel Lémir, Walta, Belair fonctionne à merveille. Donc vraiment non, franchement c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Je suis très curieux de voir où Lémir va nous amener parce que pour le moment je suis pas trop capable. Je suis même incapable de le dire, donc c'est une réussite. Après, peut-être je me dis que là pour le coup, je me dis que peut-être qu'en TPB, ça a plus de sens, ça fonctionnerait mieux. Parce que c'est vrai que du coup, avec le single, on peut avoir l'impression, et on a l'impression, que ça avance pas forcément rapidement, quoi. Ouais. Mais ça reste pour moi une réussite. Je me souviens que je crois que j'avais lu deux épisodes à la suite à un moment. Je crois que j'avais rattrapé 3 et 4 ou un truc comme ça. Et le fait d'en lire 2 à la suite, il y avait une satisfaction supplémentaire quand même. On avait Ouais. une densité supérieure, donc c'était plus plaisant. Effectivement, je pense qu'en TP, ce sera plus agréable, on va dire, à lire, même si ça l'est déjà. Ah, on t'a perdu, Boris. Voilà. Ouais. C'est bon, Non, pas du tout. Là, on a eu une coupure de J'ai son. arrêté En de tout cas, parler, moi, surtout. ouais. Ah, d'accord. Pour moi, t'es au milieu de ta phrase, donc j'ai écouté poliment et tout. Bon, Bref, d'accord. c'est pas J'ai grave. On va continuer et on va peut-être même accélérer un peu parce que si on continue à prendre notre temps comme ça, on est avec les gens jusqu'à 13h. Continuons avec Jeff Lemire toujours. Fish Flies numéro 3 avec cette cover assez chouette. Fish Flies que j'ai décidé d'arrêter jusqu'à ce que tout soit sorti pour le lire d'un coup parce que je suis pas hyper convaincu jusque là. Peut-être que vous allez me dire que je me trompe. Clément, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce numéro 3? J'ai bien aimé. Maintenant, alors je vais continuer parce que malgré tout, même si je peux faire des critiques, j'aime bien et je retrouve ce degré intimiste de l'émir que j'aime beaucoup et je trouve que chez Fish Flies on a ça. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec Phantom Road, on retrouve un peu cette dimension de l'émir joue sur deux pendants parallèles parce qu'on retrouve ça dans Fish Flies. C'est très beau. Déjà, parce que je vois que tu montres des cases à l'étrange, je trouve que ça sied parfaitement au propos de l'émir. C'est très intimiste. Alors, le numéro 3 m'a pas laissé un souvenir impérissable parce que j'ai pas eu l'impression qu'il s'est passé grand chose. Peut-être d'ailleurs le reproche qu'on peut faire à Fish Flies, c'est peut-être que ça prend trop son temps pour le coup et que ça fait perdre en substance et que ça fonctionne pas très bien à ce niveau-là. Maintenant, il y a un truc toujours qui me fait continuer. J'aime beaucoup alors, j'ai un trou de mémoire sur comment s'appelle le personnage, mais c'est pas grave. Cette relation entre Franny, notre protagoniste. Comment? la jeune fille, Franny. Ouais, Elle la s'appelle jeune Franny. Franny. Entre Franny et alors la bestiole, que j'ai un trou de mémoire aussi, punaise. Ça, par contre, je sais plus. Je sais même plus si on le nomme d'ailleurs, je suis pas sûr. Non, je crois pas Enfin, qu'il y ait on de. dira la Je suis pas sûr qu'il y ait bestiole. de nom. Hein. La bestiole, Voilà, la non, bébête. il y a en fait, la relation entre cette bestiole et Freddy qui fonctionne super bien, qui est super intéressante. Et voilà, moi, ça me donne envie de continuer. Maintenant, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de continuer avant de pouvoir lire toute une traite. Euh, c'est. Voilà, enfin, ça a ses qualités. Ça a les qualités de l'écriture de l'émir, mais ça a aussi ses défauts. Euh, mais je vais continuer parce que malgré tout, j'aime bien. Il y a un côté intimiste que j'aime beaucoup. Voilà, mais après, je comprends parfaitement que certains ne soient pas forcément très friands, quoi. Et c'est vrai que sur ce numéro 3 il se passe pas grand-chose, peut-être la fin. Mais voilà, c'est...
j'ai pas d'autres choses spécialement à ajouter, quoi. Boris, tu l'as lu? Je l'ai lu, j'ai lu le tome VF, moi. Ah Donc bah j'ai oui, lu c'est les vrai. 3 premiers. Oui, oui. Donc j'avais lu le 1 en VO, puis après avec les retards et tout ça, puis j'ai vu que la VF sortait, donc je suis lancé dans la VF. C'est vrai que comme j'ai lu les 3 à la suite dans le tome 1, ça change effectivement ma perception, j'imagine. Moi j'aime beaucoup. Je suis bien accroché justement, comme tu le disais, par cette relation entre les personnages. Je Ouais, trouve que ça vraiment, il sait vraiment bien écrire ce genre de choses. totalement. Ce Ouais, que, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il développe un peu les personnages secondaires, ouais. on voit sa famille, enfin voilà, sa vie de famille, ses soucis perso et tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de sympa là-dedans. C'est vrai qu'en termes d'histoire globale, ça avance peu. Il faut être honnête, hein, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais on en a parlé un petit peu là. C'est un peu les défauts de ces dernières œuvres. Euh, mais moi, j'aime beaucoup. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Si tu veux. Voilà. Il Non, n'y a pas de non, non, nouveauté par clairement rapport à pas. ce qu'il a fait avant. Non, Autant non, je non, trouvais que non, c'est. Dans Messbook, il y avait un jeu sur le fil, etc. Enfin, au moins graphiquement, il y avait des choses, je trouve, un petit peu nouvelles. Là, Ah, mais là, c'est très il y a aucune classique. nouveauté. C'est du Lemire classique quand il fait tout Complètement. dessin et scénario. Moi, j'aime ça. Moi aussi. Donc, je suis bien accroché. Et comme j'ai lu les 3 à la suite, j'ai sans doute une perception un petit peu différente. Mais donc, bah, moi, je prendrai le tome 2 de toute façon chez Futuropolis. Mais voilà, pour moi, c'est du bon Lemire. C'est du Lemire comme j'aime. Ouais. Pour en faire un incontournable, ça manque de surprise, quoi. Il Ah y a ouais, pas de nouveauté. Mais c'est complètement bien pour le. écrit. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de surprise. Moi, dans son style graphique, même dans le côté intimiste, en fait, ça me fait beaucoup penser à Royal City. Euh, Oui, c'est le même et esprit, ouais. Ouais, ouais. c'est vraiment le même esprit, et effectivement. Je rejoins complètement ce que tu as dit, mais comment? En moins bien quand même. Oui, non, mais oui, oui, parce que Royal City, il y avait, moi, je suis pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de l'émir, j'avais adoré. Et là, justement, en fait, c'est pas, il n'y a pas ce degré de surprise ou ce petit truc qui va te faire dire que ça va être à hauteur de Royal City. En fait, il fait du l'émir dans ce qu'il sait très bien faire, mais tu n'as pas ce petit truc qui va te faire dire, bordel, c'est génial, c'est un, c'est un bijou, quoi. Il n'y a pas l'intensité C'est dramatique de ça. Royal City. T'as pas Voilà, l'intensité t'as pas l'intensité c'est- dramatique. T'as cette relation entre le protagoniste principal, enfin, les protagonistes principaux qui fonctionnent très bien, parce que effectivement, je trouve que c'est là où l'émir excelle le mieux, mais il est très fort généralement, enfin, principalement pour nouer ce type de relation entre plusieurs personnages, mais il manque ce truc. ça manque de background, on va dire. C'est ça, Dans Royal City, il y avait tout un environnement familial, complètement. dramatique, fort. Là, ça repose sur les deux personnages qui ont des similarités par le fait qu'une fois que le personnage, enfin la bébête, on va dire, la bestiole, Ouais, c'est le rejet, et la jeune fille aussi, c'est le c'est rejet ça, des autres, enfin voilà, c'est ça, etc. Ça repose là-dessus, mais ça dépasse pas ça, on va dire. complètement. Donc il manque un petit fond supplémentaire pour qu'on soit plus accroché, que ce soit plus intense, on va dire. Maintenant, dans Complètement. l'écriture, dans- si je t'ennuie, tu Tout va me bien. Non, dis, non, hein. non, t'inquiète. Vas-y, bye, il n'y a pas de problème. Ah, c'est un scandale, c'est un scandale. Oh là là. Bon, et donc je disais que voilà, c'est bien écrit. Moi, j'aime beaucoup la partie graphique toujours. Après, sur la partie graphique, c'est du classique. C'est-à-dire que par rapport à Messbook, en anglais c'était Messbook, en français je ne sais plus, Le labyrinthe inachevé, voilà. Il y avait un peu une innovation graphique, on va dire. Il tentait des choses graphiquement que là, il ne tente pas, c'est du classique, quoi. Maintenant, c'est du bon Lemire, du classique Lemire qui me plaît, et voilà, et ça sera pas un incontournable. Mais c'est une bonne lecture, je prends plaisir. Et on devait aller plus Ok. vite. Voilà, Ouais, parce qu'on est c'est bientôt à une raté. heure, on a fait C'est un raté. tiers. Bon, après, tout ce qui est super-héros, vous allez nous faire ça en 30 secondes, ça ne nous intéresse Et pas. bien justement, Non, c'est pas ça. super-héros, hop, c'est parti. Allez, Après le passage Tinyon Fort, après l'émir, on va faire un petit tour du côté des Titans avec Beast World qui vient de commencer. D'abord, en quelques mots, le numéro 5 de la série principale Titans, qui précède du coup Beast World. C'est toujours Tom Taylor, c'est toujours Nicolas Scott, c'est toujours sympathique. Maintenant, j'ai quand même une demi-déception sur la manière dont a été résolu
Ce qui nous a été présenté comme l'événement principal dans le numéro 1, qui était la raison d'être du démarrage de la série, euh, la tentative de meurtre qui devait avoir lieu sur Wally. Euh, bon, bah, c'est quand même résolu, sans mentir, en 2 cases. Voilà. Ça, c'est un peu léger. Si l'objectif était d'installer Beast World, bah, fallait peut-être pas partir dans cette histoire de meurtre qui est passée rapidement au second plan et qui a été résolue, mais alors d'une manière presque risible par Tom Taylor. Bon, ça c'est la déception. Maintenant, sur l'escalade en direction de Beast World, ça fonctionne bien. La dynamique de l'équipe fonctionne bien. Nicolas Scott, c'est toujours sympathique. Voilà, ça fait le taf. Ouais, maintenant, on se lance ensuite dans Beast World. Et Clément, tu vas attaquer sur le numéro 1 de Beast World. Ouais. Alors, j'avais lu le Titan 5, mais alors pour te dire à quel point ça a été très mal fait, j'ai même pas capté que Taylor avait résolu l'événement déclencheur du numéro 1. Si. Ah bah, faut que je le relise parce que là, je t'avoue que j'ai même pas capté ce que c'est. Donc, il va falloir que je relise parce que je veux pas spoiler, mais je t'avoue que j'avais cru comprendre qu'ils en parlaient, mais j'avais même pas capté, tu vois. C'est te dire. Et puis, je rejoins ce que tu dis. Moi, j'ai un petit kiff sur la relation Gar-Raven que je trouve vraiment cool. Mm. Très bien faite. Oui, donc pour revenir sur Beast World, donc ça fait les suites. Enfin, ça a été lancé par Titan, le numéro 5 de Titans. Euh, le numéro 1 fait son taf. Franchement, ça fait son taf. Il y a un aspect très, je veux dire, blockbuster. On va dire ça comme ça. Ça fait son taf. Les planches sont vraiment cool. L'histoire aussi. Euh, alors, on savait évidemment le speech, et c'est un numéro, pour moi, c'est plus un numéro introductif qu'autre chose, qui pose les bases de l'event. On savait ce qui allait en venir, qu'est-ce qui va se passer, et franchement, j'ai trouvé ça super efficace. C'est pas, en termes de subtilité, c'est pas immense et tout, mais honnêtement, parce que le problème de DC, il y a eu des events assez récemment qui étaient grosso modo pas super bien, qui étaient des gros pétards mouillés, enfin vraiment qui étaient pas terribles. Et là, honnêtement, bah franchement, ça a été super plaisant à lire. Enfin, quand j'ai lu le truc, je me suis avalé les pages et je dis bon, j'ai fini le truc, je dis bon, ouais, bah c'est cool, c'est exactement ce que j'attendais de Beast World, quoi. On est sur un numéro double, effectivement, c'est dynamique, ça démarre bien. Je trouve que c'est effectivement très efficace. Les planches, ça fait bien plaisir, parce que c'est Ivan Reis, donc ça fait toujours Ouais. plaisir de le voir à l'œuvre. Non, c'est un bon démarrage, et effectivement, Comics et Calembour, c'est bien mieux que Night Terrors. Euh, voilà. En plus, c'est un truc qui est organique. Il y, Ouais. a, y a- y a- y a beaucoup de références au run de Titans et à d'autres histoires de ces derniers temps. Donc non, ça marche bien. Ça marche bien. Moi, j'ai enchaîné derrière avec Waller Rising, qui est le premier des one-shots Ouais. tie-in à Titans. Alors, j'y suis allé en le prenant comme tous les one-shots, en me disant, bon, te braque pas, ça va être un one-shot tie-in. Il va sans doute pas se passer grand-chose. Voilà, on veut vendre un titre sur Amanda Waller et ça sera pas plus quoi. C'est signé Chuck Brown pour le scénario et Karen Grant pour les dessins. Ça me fait penser à Simone Dimeo à plein d'égards. Euh, et ben en fait, si vous voulez savoir pourquoi Amanda Waller est embarquée là-dedans, pourquoi ce grand vilain là, qu'on introduit à la fin du Titans Beast World numéro 1, dont je vais même pas dire le nom parce que voilà. Quelles sont ses motivations un peu, quel est un peu son background, etc. Va falloir lire Waller Rising. Hein. Il y a énormément d'infos, pour une fois, il y a énormément d'infos. Et
passe pas mal de trucs. C'est ultra verbeux, j'ai mis un temps infini à le lire. Il y a des bulles, des cases de dialogue dans tous les sens. Des fois, on n'arrive même plus. Voilà, regardez-moi ça. Des fois, ça planque l'image, tellement il y en a. Mais par contre, voilà, c'est vraiment dense. Il y a du contenu, pour le coup. C'est un numéro double à 4,99. Il y a vraiment du contenu. De gros clins d'œil à des événements passés et passés parfois assez loin. Ça remonte même très très loin. Il y a un clin d'œil en bas de page à un moment qui peut passer complètement inaperçu, mais voilà, on remonte jusqu'à l'époque de Kingdom Come. Sur une réplique, juste sur une réplique, mais voilà, quand on a lu un peu les dérivés de Kingdom Come, ça fait plaisir. Ça fonctionne, c'est pas aussi bien que la série principale, mais en tout cas, pour une fois, on a un tie-in qui nous donne du contenu et qui met pas mal de choses qu'on a vues dans le numéro 1 en contexte et qui nous permet d'avoir une perspective sur ce sujet-là. Donc, en ce sens, c'est assez intéressant, c'est pas le tie-in à jeter. Bah voilà, Beastworld étant évacué, Boris, tu vas toi nous parler d'une série que tu continues. Tu nous avais parlé des 3 numéros. Apparemment, tu parles des numéros 4 à 6, donc ça veut dire que c'est peut-être terminé. Wild's End. Tout à fait, c'est terminé. Enfin, terminé, oui et non. La mini est terminée, effectivement, mais ça appelle une suite, hein, puisque la fin n'est pas vraiment une fin. Ça termine l'histoire qui était proposée. Ces 6 épisodes, mais ça, il y a d'autres choses à venir. Donc, je rappelle, c'est l'univers de la guerre des mondes adapté par Dan Abnett et Ian Culbard. Donc, j'avais lu les premiers volumes chez Kinaï en VF. J'avais raté un volume parce que Kinaï n'a pas tout publié. Je crois que ça n'a pas marché. Donc, il y a un volume qui est sorti en VO que j'essaie de trouver à prix raisonnable, mais pour l'instant c'est compliqué. Et ça a enchaîné ensuite avec cette nouvelle mini-série. C'est toujours aussi agréable à lire. C'est un petit peu, ça allait un petit peu loin, mais ça a été un petit peu difficile à lire par moments parce que les personnages parlent avec un accent. Faut être un peu habitué, c'est pas toujours facile. Puis des fois, ça parle un peu quand même. Mais là, ça s'accélérait pas mal sur les 3 épisodes. J'ai quasiment lu tout d'une traite. L'objectif pour les personnages était donc de terminer des extraterrestres qui tentent de les asservir. C'est toujours c'est vraiment bien fichu. Moi j'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup le dessin de Ian Culbard, donc ça aide beaucoup. C'est vraiment un super dessinateur. En termes d'histoire, ça tient bien la route. Ça développe bien les relations entre les personnages. L'intrigue de comment se débarrasser des extraterrestres est plutôt bien fichu. Il y a un bon suspense. Et puis au final, l'arc effectivement se termine parce que la résolution de cet affrontement a bien lieu, mais beaucoup de choses sont laissées en suspens et évidemment à la fin il y a marqué End avec 3 petits points. On s'attend à une nouvelle mini-série par la suite. Alors je crois qu'ils mettent quand même pas mal de temps à enchaîner les mini-séries, donc il va falloir être patient sans doute. J'ai un petit peu peur que ça ne redébarque pas en français, c'est dommage parce que franchement c'est une super série. Donc j'étais très très satisfait de lire cette mini. Ça se termine bien, c'était bien tenu du début à la fin. Donc impeccable. Moi je suis très satisfait d'avoir pris ça en VO et d'avoir pu bénéficier encore de cet univers original. Donc un bon coup de cœur pour cette mini-série et pour ces derniers épisodes. Ok. Et j'ai fini. Et tu vas enchaîner direct avec Hunger and et the j'enchaîne, Dusk, allez, numéro c'est 3. parti. Jerry Voilà, j'ai un peu de Wilson retard. et Chris Wildgoose. Voilà, j'ai un petit peu de retard, je crois qu'on en est au 4 en VO. Là aussi, alors série de fantasy avec un conflit entre différentes ethnies qui ne pouvaient pas s'encadrer et qui vont être désormais obligées de s'associer pour lutter contre une 3e faction qui veut se débarrasser de tout le monde. Voilà le résumé très, très succinct, dirons-nous, de cette série. J'en avais déjà parlé dans les 2 premiers, c'est une série qui là aussi prend son temps, qui construit petit à petit son univers, qui construit les relations.
Donc en termes de trame, si on veut un récit hyper dense, non, c'est pas là qu'il faut aller, mais c'est suffisamment bien écrit, bien fichu et superbement dessiné pour tenir en haleine. Donc voilà, faut s'attacher au personnage, faut se laisser un peu bercer par cette ambiance de fantaisie médiévale un peu qui fonctionne bien. Donc moi j'ai toujours plaisir à lire cette série. C'est franchement Chris Weilgoz et aux couleurs c'est M. Sasik. Alors c'est un pseudo, hein, je sais plus comment on s'appelle, c'est une jeune femme. Franchement, graphiquement, je sais pas si tu montres, tu as des visuels, non? Si, Ouais. je vois pas sur le. Oui, tu as des beaux visuels. Enfin, moi, rien que graphiquement, je trouve ça vaut le détour. Et après, en termes d'histoire, en termes de voilà, de imagination, de personnages, c'est pas un truc super original. Hein, on va pas révolutionner la fantasy, mais ça tient carrément bien la route. Et ça va être en 12, une maxi en 12. Je pense que sur l'ensemble des 12 épisodes, ça devrait faire une bien belle histoire. Donc, une série, j'ai vraiment plaisir à lire aussi à chaque fois. Histoire dont j'ai lu le Voilà. numéro 1. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai le numéro 1. Je me suis dit, intrigué par ce que Boris disait, et parce que j'aime bien le travail de Chris Weilgoz, je me dis, je vais au moins aller lire le numéro 1, donc qui remonte du coup au début de l'histoire que tu racontes. Effectivement, les orques, les humains, obligés de s'allier pour troisième menace qui débarque. C'est intriguant, il se passe pas mal de choses. Le dessin, Chris Weilgoz, c'est vraiment un bon. Ouais, c'est beau. Maintenant, ce numéro 1 était pour moi trop introductif, trop cryptique et manquait peut-être un peu de piquant pour que j'ai envie de continuer en single, mais à n'en pas douter, je pense que ce sera du relié une fois que tout sera terminé, que les 12 sortiront, alors soit en 1 ou en 2 TP, on verra. Ça m'intéressera, ça m'intéressera. J'ai peur qu'il se passe pas assez de choses par numéro, ou que j'ai pas l'impression que les cliffhangers soient complètement fous à la fin des numéros. En tout cas, sur le numéro 1, le cliffhanger Non, est pas. ouais, c'est pas une écriture single, hein, clairement. Voilà, c'est On n'est pas l'impression que sur j'ai le eue. cul Donc je me suis dit, ça sera sans doute à plus chaque fin d'épisode, ça c'est clair. du relié. Voilà, moi j'ai pris parce qu'au départ, honnêtement, hein, au départ c'est le dessinateur moi qui m'a attiré parce que j'ai lu Wilson, il y a à boire et à manger. Tout à fait. Et voilà. Et c'est vrai que en termes d'écriture single, c'est pas un modèle d'écriture single. Ça, le cliffhanger va pas nous laisser baba et haletant jusqu'à la prochaine fois. Mais bon, je suis lancé là-dedans. Voilà, en single, je soutiens le projet, on va dire, et, et je continue sous cette forme. Mais effectivement, peut-être que à terme, on verra la fin, mais j'aurai un avis un petit peu différent, c'est-à-dire que peut-être attendre un beau relié. Voilà, un beau relié, Ouais, puis voire 12 une belle numéros. VF, peut-être pour ceux qui lisent en VF. Voilà, ça aura de la gueule. Je pense que sur les 12 épisodes, l'histoire aura une certaine densité et un certain intérêt. Effectivement, si vous cherchez un truc, voilà, une écriture single hyper tendue qui va vous relancer, etc., non, c'est pas le lieu. Ça, c'est clair. Ouais. C'est pas le lieu, non. Et alors, tu soutiens le projet. Et est-ce que toi, Clément, tu soutiens le projet suivant? Batman 139. Moi, ça fait bien longtemps que je soutiens plus le projet, mais peut-être que toi, tu. Je crois que t'es le dernier. Hein. Si c'est le cas, t'es le dernier. Eh bien, je suis heureux d'annoncer officiellement que non, je ne soutiens plus le projet. Ouais, officiellement. Non, je me posais la question quand même depuis un ou deux numéros, surtout après le pétard mouillé qui était la pseudo Gotham War. Gotham War. Je m'étais posé la question, je dis bon, je vais lire le 139 pour me faire mon propre opinion, ma propre opinion, en sachant que j'avais lu quelques reviews et les reviews, notamment US, voilà, étaient pas très convaincus et assez critiques. Alors, en termes de dessin, il n'y a pas de souci. Jiménez, c'est toujours un kiff sur Batman. Maintenant, le gros problème du titre, c'est ce que fait Des Zdarsky. Et confirmation que... alors, je pouvais être un défenseur de ce que faisait Zdarsky au début parce que j'aimais bien la direction que ça prenait. Il y avait des choses qui étaient proposées dans Gotham War qui me plaisaient assez, même si c'était déjà quand même sur certains points du out of character. Et là, la direction que prend Zdarsky sur Batman, bon bah non, j'arrête parce que le problème c'est que alors
il continue en fait sur les conséquences de failsafe, mais le problème c'est qu'à un moment donné, trop c'est trop. J'ai l'impression qu'on va sur du retour en arrière du point de vue du personnage de Bruce Wayne Batman et même du point de vue de la dynamique autour de la Bat Family. Et puis surtout, en fait, c'est pas ce que j'attends sur Batman. Enfin, là, la direction que fait prendre Zdarsky sur Batman, c'est pas du tout ce que j'attends sur Batman. Il y a le côté Batman, c'est quand même le côté détective. Là, honnêtement, il n'y a pas. Il va sur un délire. Je saurais même pas dire, mais ouais, la psychologie de Batman, où il pousse Batman complètement dans ses retranchements. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas parce que ça fait perdre complètement la caractérisation du personnage sur ce qu'il est devenu au fil des années. Et que là, je vois pas le délire. Et là, il va faire revenir le Joker et sincèrement, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'on peut faire d'autres choses sur Batman que refaire revenir le Joker. Et puis, ouais, non, il pousse le truc trop loin. Là, en gros, le Batman Bruce Wayne est devenu un... C'est extirpé, grosso modo, de Gotham City, etc. Pour devenir un espèce de héros street, toujours sur l'emprise. Alors, j'arrive jamais à prononcer. Enfin, pas son alter ego, mais le Batman Al-Zur. Zur-En-Arrh. Zur-En-Arrh. Ouais, c'est ça, Al-Zur-En-Arrh. Voilà, et là, pour moi, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas, et j'aime pas, pour le coup, j'aime pas du tout la tournure que prend Batman sur Zdarsky. Il a le mérite de proposer des trucs, mais pour moi, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Et à lire les reviews étrangères, j'ai quand même l'impression que ça ne fonctionne pas, quoi. Ok. Petit message de service, mais les écouteurs par lesquels je vous entends et par lesquels les gens vous entendent m'ont indiqué batterie faible il y a quelques instants. Ah. Donc, si jamais je vous entends plus, j'aurai pas d'autre solution technique pour qu'on poursuive, donc on sera obligé de couper en deux. Pour le moment, ça tient. D'accord. Donc on va continuer, Clément, avec toi, et non, pas ça, mais Superman 8, Ouais. encore une série que j'ai arrêtée. Que tu as arrêté. Donc moi je me posais la question, est-ce que j'allais arrêter? Et bah non, parce que alors on se mente pas, c'est pas du tout exceptionnel, loin de là. Maintenant, si je compare par rapport à ce que je lis sur Batman, j'aime beaucoup mieux. Enfin, voilà, enfin, il y a c'est pas exceptionnel en termes d'histoire, mais il y a un aspect. Alors, j'exagère peut-être en disant blockbuster, mais voilà, enfin, il y a un aspect moi que j'aime bien, c'est ce que je recherche dans Superman. C'est pas de la prise de tête, ça se bastonne un peu. J'aime ça. Alors, je ne sais toujours pas où veut en venir Williamson dans son histoire. Ça, c'est peut-être le défaut de Superman. Maintenant, il a le mérite de proposer des choses, un statu quo vis-à-vis de Lex Luthor, etc. Ça m'intrigue toujours. Je trouve ça sympathique. Voilà. Et moi, je suis là pour le moment sur Superman. Bon, après, il faut dire, j'ai tellement été habitué à des choses mauvaises sur Superman que peut-être j'ai un regard biaisé. Mais voilà, j'aime toujours autant. C'est un kiff. Alors, en termes de dessin, j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Voilà. Moi, je continue parce que il n'y a pas ce truc qui me fait dire non, ça devient n'importe quoi. J'ai envie d'arrêter, j'ai envie de continuer, même si, alors, pour nuancer un peu ce que je dis, même si voilà, j'avoue que le Clive de fin du numéro 8 m'enchante pas des masses. J'ai un peu peur de là où on va aller, mais pour le moment, j'aime bien. C'est un plaisir. Ok. Moi j'ai arrêté justement parce que ça me prenait la tête et que j'en avais marre. Par rapport à quoi? Parce que effectivement ça tourne en rond, ça sous-entend des trucs, ça tease des trucs, mais finalement ça n'arrive jamais. On en est à 8 épisodes, il y a des trucs qui étaient teasés dès le premier, ça n'a même pas encore été abordé. Je sais pas, cet ennemi sorti de nulle part, j'y crois pas spécialement. Ce qui se passe autour de Luthor était intriguant au début, là, bon, je sais pas, voilà. Tu dis qu'on sait pas trop où Williamson veut en venir, et parfois il me donne l'impression que lui-même sait pas en fait. Et
Oui, oui, non, Et mais et c'est pour ça que j'ai cette impression de loop en permanence et que ça tourne en rond. non, non, je comprends. Il y a cet aspect-là, effectivement. Et moi, enfin, c'est peut-être un aspect, du coup, c'est pervers à tout. Moi, du coup, le fait que ça tourne en rond, mais que ça avance pas des matchs, j'ai quand même envie de continuer pour voir où est-ce qu'il va nous emmener. Et pour le moment, ça ne me freine pas. Ok, Donc, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est le défaut, je pense, que de Williamson. Il a le mérite de proposer des choses, mais pour le moment, il met pas à exécution. Donc, c'est dommage à ce niveau-là, arriver au numéro 8. ouais. Allez, on continue avec Boris. Boris Drive Like Hell de Dweck et surtout Oui, Alex Cormack. voilà, j'ai rassemblé les deux comme pour les premiers épisodes, puisque c'est le dessinateur qui m'avait attiré sur ces séries, Alex Cormack. Donc, c'est toujours le premier Drive Like Hell, c'est totalement fou, totalement fun, c'est que du fun, c'est une histoire de démon qui s'est emparé d'une voiture et un Gus qui a volé cette voiture et donc qui se retrouve dans une immense course-poursuite avec ce démon. Pour faire simple, on va dire que c'est complètement con, mais c'est fun, ça défouraille de partout, il y a des idées un peu débiles. Voilà, c'est sympa, on réfléchit pas beaucoup en regardant. C'est bien dessiné par Alex Cormack, franchement Ouais, c'est beau. ça peut être bien, c'est franchement cool. Faut pas y chercher autre chose qu'un divertissement léger, un peu concon, avec des idées barjots quoi. Ok. Et je m'attendais à ça et c'est ça. Et je continue, ça va pas être très long. Donc franchement, je pense que c'est voilà, une lecture décontractée sans s'emmerder à réfléchir, donc ça me va. Et le deuxième, c'est The Devil That Wears My Face, donc tout est dans le titre, hein. Et je l'avais dit la première fois, il y a un démon qui s'empare d'un individu et qui échange leur personnalité. Et donc on suit les deux personnages, l'exorciste qui s'est fait duper et qui essaye de convaincre ceux qui le torturent hein, pour le faire avouer. Il essaye de se sortir de ce guêpier, et de l'autre côté, il y a le démon qui est de retour au Vatican et qui va semer la zizanie. C'est de l'horrifique, plutôt fun, sympa, voilà, il y a de l'action, c'est plutôt agréable, c'est là aussi bien dessiné, il y a des scènes assez gore quand même. Donc là aussi, c'est sans prise de tête, voilà, c'est vraiment deux titres sans prise de tête qui se lisent sympa, c'est du divertissement. Et voilà, comme c'est des séries qui vont être relativement courtes, bah voilà, c'est un peu une lecture un peu différente, mais qui me convient. Hein, et je vais continuer, puis je soutiens le projet. J'aime beaucoup le dessinateur, hein, dont j'ai parlé à un moment avec Crimson Gage, et j'avais interviewé, etc. Enfin voilà, Mm. c'est vraiment un dessinateur que j'aime bien, et donc je me suis décidé à soutenir ces deux projets qui iront pas très loin, qui sont pas des chefs-d'œuvre, mais qui détendent et qui font passer un petit moment sympa. Dessinateur que je ne Voilà. connaissais pas spécialement, et en effet, sur les visuels que je viens de Ouais. faire défiler, il y a quand même de très 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 jolies choses. Totalement. Ok. Donc un petit peu de fun décomplexé, voilà, à lire Voilà, faut entre pas y deux aller trucs pour un philosopher, peu, hein, ça c'est clair, à hein. lire entre deux trucs un peu exigeants, ça passe tout à fait bien, si j'ai compris. Voilà. Et ben on va J'enchaîne. continuer sur Allez, ta petite lancée des séries que tu poursuis avec The Enfield Gang Massacre de Chris Condon et Jacob Phillips. Philips, C'est le donc numéro 5. tout à fait pas du tout. Le 4. J'ai C'est pas le le 4, et 5, ben j'ai moi pas j'ai le encore. visuel du Le 4. 5. Eh ben très bien. Eh ben, je regarde Donc je pas. ne vais pas Comme faire ça je défiler saurais les pas. pages. Ah tu peux, si tu peux. Je pense pas que ça révèle énormément de choses, mais euh, donc c'est la version western de la série The Texas Blood. Donc on est revenu plus de 100 ans en arrière. Donc comme je l'avais déjà dit dans les 3 premiers numéros, c'est un bon petit western bien mis en scène par Jacob Phillips, hein. Donc je pense que vous avez compris désormais que j'aime beaucoup le dessin, puisqu'on le retrouve sur New Burn aussi, que j'aime beaucoup. Comme pour l'épisode précédent, ça se lit un poil vite parce que bah il y a beaucoup d'action. On est maintenant dans l'affrontement direct entre le gang et les autorités qui veulent l'éliminer. Donc ça saigne pas mal. C'est toujours bien mis en scène. C'est Ça se lit vite parce qu'il y a peu de cases par page souvent. C'est beaucoup plus voilà, dans cet esprit que dans la série initiale où il y avait quand même un peu plus
de casse, en termes de rythme, c'était un peu plus dense. Donc, pour qui aime le western et qui a bien accroché un peu à la série, c'est toujours agréable. C'est un peu rapide à lire, comme le précédent. C'est un peu, voilà, ça se lit un petit peu vite, mais suit bien et il reste 2 numéros. Donc, ça va faire un bon arc simple, voilà, pour la série. Et après, on va reprendre les affaires classiques, j'imagine. Donc, moi, j'avoue que j'accroche ces 2 auteurs et leur univers, donc ça fonctionne bien sûr. Parfait. Voilà, j'ai fini. Je vais continuer avec ça, avec Geiger Ground Zero de Geoff Jones, Gary Frank et Brad Anderson. Revoici le trio et revoici Geiger. Alors pour juste 2 épisodes, hein. Ground Zero, c'est les 2 épisodes qui nous racontent ce qui se passe entre l'explosion et le fait que Tariq devient le Glowing Man. Donc, on est voilà. On est là-dedans, hein. Quelqu'un nous raconte nous raconte les origines de Tariq Geiger en tant que le Glowing Man. C'est un vrai bonheur de retrouver ce personnage, de retrouver cet univers, de retrouver Gary Frank surtout sur cet univers. C'est somptueux, encore une fois. Et c'est quand même intéressant, quoi. On sait ce qui se passe après, mais malgré tout, on a quand même envie de connaître ses origines là et de voir un petit peu ce qu'on veut nous raconter. Sur moi, ça marche. Ça marche plutôt très bien. Il y a même un clin d'œil à Junkyard Joe. Il y a plusieurs clins d'œil à Junkyard Joe dans ce numéro. Donc ça, c'est ultra intéressant. On voit passer un petit strip à un endroit. On voit passer des jouets Junkyard Joe dans les mains du gamin de Tariq. Voilà, tout ça, ça fonctionne. Ça fait un pont intéressant entre tout ce qui est sorti jusque-là sur Geiger, je trouve. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'on nous annonce à la fin, parce qu'à la fin, il y a un calendrier. Ouais. Un calendrier avec, du coup, Geiger Ground Zero numéro 1 en novembre. En décembre, Geiger Ground Zero numéro 3. En janvier, vous le savez, c'est le one-shot Ghost Machine sur le nouveau label de Geoff Jones avec tous ses potes. Et surtout, il y a une dernière colonne sur cette double page qui nous annonce le programme d'avril. Et pour le moment, rien n'est sorti de tout ça. Donc on a avril, on a même la suite de l'année 2024. Eh bien, sachez qu'en avril 2024, c'est le retour de Geiger, a priori pour un 2e volume, un 2e arc. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça avait été juste sous-entendu jusque-là. Là, on a une vraie confirmation. En avril, Geiger revient. Le Redcoat avec... comment s'appelle-t-il? Je l'aime tellement que j'arrive même plus à rappeler son nom. Brian Hitch. Ce sera pour avril. Ainsi que Rook Exodus. Alors Rook Exodus, a priori, c'est pas quelque chose qui est dans le même univers que Geiger. C'est un truc vraiment plus Ghost Machine que l'univers The Unnamed. Et puis derrière, on nous annonce encore 3 titres pour la suite de l'année. First Ghost, The Rocket Fellers et The Soulless. Voilà. Du teasing en veux-tu, en voilà, du côté de chez Geoff Jones. Tu as lu ce numéro 1, toi, de Geiger, Ground Zero. En quelques mots, ça t'a plu aussi? Pareil, vrai plaisir de retourner dans l'univers de Geiger. Les planches de Gary Frank sont sublimes. Enfin, c'est toujours un plaisir. Et pareil, on a beau savoir le personnage, ce qui se passe après, t'es tout de suite intéressé de savoir ses origines, comment il est devenu, qu'est-ce qui se passe avant, et ça fonctionne, ça fonctionne vraiment super bien, quoi. Et ça a été un plaisir de retourner dans cet univers-là. J'ai pas eu le sentiment en plus, et c'est justement le point fort, que on nous balance un numéro en mode allez vas-y, c'est parce qu'il faut bien balancer une origine, donc on va faire un truc qui va pas servir à grand chose. Et là j'ai pas eu ce sentiment là, et effectivement les ponts avec Junkyard Joe, c'est très cool, et il y en a même certains là que j'avais pas capté sur le moment, donc c'est très cool et vraiment plaisir. Et je suis ravi de savoir que Geiger revient au mois d'avril. Mais alors on est d'accord, hein, sur les numéros les prochaines séries qui ont été annoncées, tous ne font pas partie du même univers, hein. Non, il y a juste Geiger et Redcoat, et puis le reste, c'est plus du Ghost Machine que The Unnamed. Ouais, c'est ça. Voilà. Rook Exodus, First Ghost, Rocket Fellers et Soulless, ça ne fait pas partie de l'univers. Ah si, First Ghost, ça fait partie de l'univers.
Ouais, c'est ça. Donc, non, non, c'est plutôt une bonne réussite. À voir, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner Redcoat, mais j'avoue aussi que le fait que Brian Hitch soit au dessin, ça me refroidit un peu. On verra. Mais bon, on verra. Tu vas enchaîner sur I Hate Fairyland, on est au Ouais, numéro 10 ouais. du Scotty Young. J'ai pas de visuel pour ça, mais tu vas quand même en parler. Ouais, ça va être très bref. Donc c'est la fin du second arc, troisième arc, je sais plus. Enfin, c'est la fin d'un arc. Alors moi je l'ai dit, c'est pas oufissime. Je le lis parce que c'est vraiment mon comics plaisir où je sais, Boris, tu parlais du comics que tu as review, que c'était pas prise de tête, que c'était très con, etc. Bah moi, I Hate Fairyland, c'est pareil. Ceux qui ont lu alors pas le premier numéro, mais la première histoire globale savent très bien que quand on lit ça, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pour se taper des barres. Bah, I Hate Fairyland, c'est pareil. Le numéro 10, c'est pareil. J'adore toujours les planches de Scotty Young parce que pour cet univers, c'est juste parfait. Euh, ce que j'avais dit précédemment, c'est que je savais pas trop si c'était dispensable et tout, si ça méritait et tout. Bon, bah, il a le mérite d'approfondir le truc. Je pense sincèrement que Scotty Young a juste envie de se faire plaisir et il veut pousser le délire jusqu'au bout. Et franchement, ça fonctionne. Je me tape des barres. Le cliffhanger de cet arc-là se termine. Bon, bah, tu dis, ok, il fait revenir un des personnages de la première histoire. Et tu dis, ok, il fait terminer le truc. Bon, bah, tu dis, t'as envie de voir ce que ça va donner. Tout simplement. Parce que tu dis, bah, il pousse le truc jusqu'au bout. Voilà, tout simplement, c'est pas prise de tête, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ça marche. Enfin, ça marche sur moi. Je me prends pas la tête. Je sais quand je vais lire ce numéro-là. Euh, Bah, je vais pas. Ça va pas être une prise de tête, quoi. Je vais me taper des barres. Je vais adorer lire les planches. Voilà. C'est mon petit plaisir coupable. Ok, ok. J'ai pas de visuel sur ça non plus. Boris, il t'en reste deux. Le premier, c'est The Lonesome Hunters numéro 3. Il y a un Mhm. sous-titre, je crois d'ailleurs. C'est une mini-série qui porte un The, sous-titre. ouais, The Wolf Child. Ok. Donc c'est l'avant-dernier épisode puisque les mini-séries sont en 4 parties. Hmm. J'en avais déjà parlé, donc je crois que j'ai revu les deux premiers épisodes. Je trouvais que c'était très joli, mais que c'était un peu mou du genou. Ça manquait un peu de, voilà, comme tout à l'heure on disait, ça manquait de cliffhanger, de surprise, voilà, d'éléments qui amènent une tension. Et dans celui-ci, ça remonte un petit peu la pente. J'ai pris plus de plaisir à le lire. J'ai trouvé quand même qu'il y avait sur le déroulé quelque chose de plus intense. Donc on retrouve toujours ces deux personnages, Loup et je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave, avec cette histoire de glaive magique que plusieurs personnes veulent récupérer. Et Loup c'était un aventurier dans la forêt, il avait découvert un jeune garçon et un loup blessé, etc. Donc là, voilà, il y a vraiment d'action et de tension qui s'amènent et qui procurent vraiment un plaisir supplémentaire. Donc j'ai pris plus de plaisir à lire celui-ci. C'est toujours très beau, c'est Tyler Crook. Vous devez connaître, il a travaillé avec Cullen Bunn, c'est vraiment un artiste qui propose des planches superbes. Donc je verrai dans le 4. Alors c'est pareil, c'est pas un indispensable. C'est plaisir de lecture, envie de soutenir un auteur qui propose quand même des choses assez intéressantes, même si ça manque un peu de peps par moment. On verra, je suppose qu'il y aura une troisième mini-série, on verra si j'irai ou pas, ou si j'attendrai le TP. Mais bon, voilà, un plaisir correct qui monte un petit peu quand même en qualité. J'enchaîne avec le suivant. Et ouais, le suivant, je l'ai. C'est Swansongs Swansong numéro 5. Alors, je l'ai pas lu. 5. C'est Maxwell Prince, cette fois-ci, avec Alex Ekman Lone. Je l'ai encore pas lu. Ouais. Je l'ai juste feuilleté. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, je connaissais pas du tout, moi, ce Moi non plus. dessinateur-là. Et franchement, c'est assez original, hein. Et je crois qu'il a fait surtout des covers. Il a Et fait on des covers comprend d'Extreme pourquoi. Man, notamment. Des variantes sur Extreme Ouais, Man. voilà, il a quand même un style particulier. Donc, et les planches sont pas toutes comme les covers qu'il fait, mais il y a quand même des sacrées planches. Donc, Ouais. c'est The End of Aedonia. Alors, j'ai cherché, c'est l'Aedonie en français, que je ne connaissais pas. C'est le fait de ne prendre plaisir à rien du tout. D'accord. Voilà, rien ne procure de plaisir. C'est un problème mental, on va dire, hein, maladie mentale.
Et donc là, on retrouve effectivement un personnage qui n'a plaisir à rien. Et donc, Ça se voit il bien. est ouais, sur la première page, on voit bien qu'il est pas fun. Le gars, il a pas trop de plaisir, prend plaisir à rien. Donc, il est sur le divan de son psy et ils vont explorer à travers une, comment on appelle ça? Enfin voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Une Quand séance on fait d'hypnose? oui, sous hypnose, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. Sous hypnose, à essayer de creuser un peu et de trouver la raison et les causes de ce phénomène. Et donc on plonge dans son esprit et donc on va le suivre, qui va remonter un petit peu le temps, qui va croiser certains éléments ou personnages de sa jeunesse, etc. Et eh bien c'est un bon cru de la série. Alors jusqu'à maintenant, à part le 3 que moi j'avais pas trop aimé, toi t'avais beaucoup aimé, dessiné par Philippe Andrade, jusqu'à maintenant j'avais pas été déçu, c'était au moins une bonne lecture. Là on est un peu dans le haut du panier parce que je trouve qu'il y a vraiment des beaux moments, quelques beaux moments d'émotion. C'est ce qu'on aime aussi chez Maxwell Prince, c'est qu'en plus de l'étrangeté, il arrive à procurer des moments vraiment qui touchent. Et là, on est là-dedans. Et puis en plus, effectivement, la partie graphique. Alors, la partie graphique mêle un peu des. Bon, il y a des collages, ce genre de choses. Donc, ça, il y a vraiment une originalité. Et puis une partie un peu plus cartoony, on va dire, un peu qui fonctionne tout aussi bien. Franchement, une belle partie graphique assez original, qui plonge bien dans l'esprit du personnage. Et, ce côté, ce mélange d'étrangeté et d'émotion qu'on retrouve dans les meilleurs épisodes, on va dire, de Maxwell Prince. Donc, ouais, le haut du panier de la série. J'ai bien aimé cet épisode. Ça m'a bien plu. C'est voilà, c'est une bonne lecture. On retrouve un peu le niveau des deux premiers. J'ai hâte de le lire, vraiment Voilà. ce côté collage, moi ça me fascine. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu le. Ouais, et puis il y a un peu un esprit Archibald. Je sais pas si l'artiste qui, Mm. avec des fruits et des légumes, faisait des visages, etc. Des portraits, bah, c'est un peu. Il y a un moment, il y a quand même des parties où ça fait penser à ça. Ouais. Voilà. Et on va terminer avec Zawa. Zawa, c'est quoi? C'est chez Boombox et c'est le nouveau projet, peut-être même le premier projet de Michael Dialinas, que Michael Dialinas fait de A à Z, scénario, dessin, couleur. J'ai trouvé cette cover absolument trop intrigante pour ne pas y aller. Michael Dialinas, c'est Wind et dont j'aime beaucoup cet artiste. Ah oui, oui. Donc je devais aller voir ce qu'il a fait sur Zawa. Donc il fait tout, il fait même le lettrage lui-même. Ah oui. Voilà, il laisse rien aux autres. Et tant mieux parce qu'on sent que ça se sent. Ça se sent dans le projet, que vraiment c'est son bébé, c'est son truc. Et il a envie de bien le faire. Ça transpire dans toutes les pages. On est sur un récit qui se passe assez loin dans le futur. Dans une ville qui s'appelle Messas Boone, qui est une ville qui est gouvernée par le maire, qui dirige également une méga usine. Voilà. On sent bien qu'on n'est pas sur un truc hyper démocratique. Et on sent aussi, on le sait, que dans cette usine, il y a un truc assez bizarre qui se passe. Il semblerait qu'il y ait une créature qui vive, une créature assez effrayante qu'on voit ici, là, qui s'appelle, que certains surnomment The Beast, donc la bête. Voilà. On n'en sait pas plus que ça, jusqu'à ce qu'on découvre Thatcher et comment s'appelle son frère Bandit, qui est là. On va faire connaissance avec eux. Ils s'occupent d'un petit fast-food. Bandit cuisine. Thatcher s'occupe du service. Ils vivent avec leur mère qui travaille justement pour The Mayor, le maire. Donc on sent qu'à un moment ou à un autre, ça va se lier avec les secrets de l'usine. Et Bandit, voilà, il est connu pour tester pas mal de nouvelles recettes qui à chaque fois sont délicieuses. Là, il est sur un nouveau truc de cookies, bref, voilà. Et surtout, ils vont tous les deux, le frère et la sœur, partir explorer l'usine. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais toujours est-il qu'ils vont aller explorer l'usine pour y découvrir ses secrets.
Et forcément, ce qu'ils vont découvrir est assez loin de la version officielle, on va dire. C'est assez glauque, c'est assez flippant. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'est cette créature exactement, cette bête, comme ils l'appellent. On la voit pour le moment, elle est plus sous-entendue, montrée dans l'ombre que vraiment présentée. On ne sait pas ce que c'est, quelles sont ses origines. Ça reste assez mystérieux. On en sait presque plus dans la sollicitation, et ça, vous savez que ça m'agace en général quand on en dit plus dans la sollicitation du numéro 1 que dans le numéro 1 lui-même. Il y avait bien assez dans ce numéro 1 pour nous donner envie de lire la série, sans nous dire ce qu'est cette créature. C'est spoilé dans la sollicitation du numéro 1, alors que c'est même pas dit, et ça j'aime vraiment pas. Mis à part ça, c'est beau. Michael Galinas, graphiquement, c'est ma came. C'est bien écrit, c'est suffisamment intriguant pour donner envie de revenir. Il y a un cliffhanger en fin d'épisode qui est plutôt sympathique. Bah voilà, ça marche quoi. C'est une mini-série en quelques épisodes. Je sais plus si c'est 4 ou 6. 5. Et bah voilà. Comme ça, j'aurais été jusqu'au bout dans cet épisode. Dans le à peu près. C'était le moyen des deux. Donc c'est une mini en 5. Je vais aller évidemment au bout. Voilà, on est sur du récit jeunesse, hein, c'est dans le label Boombox de Boom Studio, hein, donc on n'est pas sur un truc adulte, hein, on est vraiment sur du tout public. Voilà, on va dire grands enfants, ados, voilà. Donc n'allez pas y chercher ce que c'est pas. Hein. Moi, ça a bien marché. C'est ma came. Voilà, clairement, c'est ma came. Je pense même que je le refeuilletterai parce que je pense que j'ai raté des choses dans les décors ou dans les. Il y a quelques petits trucs parfois qui passent par ici et par là où on se dit il y a peut-être des indices ou des choses cachées. Donc à suivre. Boris, t'es pas allé sur ça, toi? Ah non, je viens de découvrir en t'écoutant. J'essaye de regarder si je peux le précommander. Mais bon, je vais essayer, sinon j'irai voir le TP. Ça donne bien Voilà. envie quand même. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. On est dans la thématique, c'est sur la pollution, l'environnement, protection de la planète, tout ça. Voilà, cette créature, elle a un lien avec tout ça. C'est dit dans la sollicitation. Je vous en dis moins que la sollicitation, parce qu'il ne faut pas déconner, ils en disent beaucoup trop. Mais voilà, on est sur un sujet qui a l'air de tenir à cœur à Michael Galinas. C'était déjà le cas dans Wind avec James Tynion IV. Bah voilà, là il va aller explorer un peu plus loin le sujet avec cette créature. Mais ça le fait bien, c'est très chouette. Et on termine du coup 2023 et nos chroniques de 2023 sur une très bonne note. Voilà. Puisque c'était la dernière chronique de ce numéro 333. Eh bien, quelle année! Quelle année dont on fera le débrief la prochaine fois, au mois de janvier. Au mois de janvier, ce sera notre débrief au début du mois de janvier. Et puis on verra comment on s'organise au niveau des podcasts. Est-ce qu'on en fait 2 ou est-ce qu'on révélera le palmarès des Comic Stories Awards sur le numéro de début février? Peut-être qu'on l'avancera à fin janvier, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça va être notre phase de bilan qui va attaquer. Boris, tu l'as déjà attaqué avec ton bilan VF, je crois, de 2023. Ouais, j'ai fait un petit, voilà. Un petit top. Une petite liste voilà, de coups de cœur. Début janvier, ou en tout cas pendant les fêtes, une fois que toutes les sorties de l'année auront vraiment été faites, on se lancera dans l'opération des Comic Stories Awards comme chaque année. Et puis, autour de fin janvier, on vous révélera le résultat de vos votes. Mais entre-temps, nous, on fera notre bilan de l'année 2023, une année qui aura été très très dense. Énormément de coups de cœur, énormément de bonnes choses encore. Ça va être assez chouette. D'ici là, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très belle fin d'année, de bonnes vacances à ceux qui en ont, de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment, et puis on se retrouve en janvier pour repartir pour un nouveau tour. À très vite, bonne lecture, et puis on se retrouve au mois de janvier. Salut! Salut à tous!